Bonsoir à tous, on décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Et puis là, on va s'intéresser au titre du mardi 27 septembre. Les mouvements sociaux se multiplient ces dernières semaines et touchent de nombreux secteurs d'activité comme le transport ou l'industrie. Dernière mobilisation en date, celle du personnel hospitalier qui demande de meilleures conditions de travail et des salaires repensés. Une délégation s'est rendue à l'Agence régionale de santé à Metz. Elle trône fièrement dans la commune de Chény et pourtant cette église ne reçoit plus de visiteurs depuis 2018. Pour des questions de sécurité, elle est en mauvais état et le coût des travaux à hauteur de 730 000 € est trop conséquent pour la commune. Explication dans cette édition. 70 ans de coopération et d'amitié, un anniversaire qui ne s'oublie pas. Pour célébrer le jumelage entre Sarrebourg en Moselle et Saarburg en Allemagne, une journée de festivités était organisée pour les habitants et les élus. Vous aurez les images dans quelques minutes. Et dans le ciel, une amélioration se fait sentir pour mercredi. Le matin sera encore nuageux avec quelques rares gouttes. Les températures attendues au réveil aussi entre 8 et 9 degrés. L'après-midi, le temps devrait être sec avec une alternance entre nuages et éclaircies. 15 degrés au maximum sont attendus. Et puis, nos aînés sont à l'honneur pour la Semaine Bleue du 3 au 8 octobre. Ateliers, conférences, échanges, expositions et loisirs. Autant de rendez-vous possibles cette année pour changer notre regard sur les seniors et briser les idées reçues. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on va y répondre avec notre invitée du jour, Stéphanie Changarnier, conseillère municipale déléguée à la politique senior. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on verra avec vous qu'une semaine pour en parler, c'est bien, mais que c'est une priorité au quotidien. À tout de suite. Et d'abord, place à l'actualité. C'est une grande fierté pour notre département. La flamme des Jeux Olympiques 2024 passera par la Moselle. La signature s'est faite aujourd'hui à Paris avec Tony Estanguet, président de Paris 2024, et de Patrick Veyten, président du département. Le parcours de la flamme qui passera devant la maison Robert Schuman et les modalités pour choisir les relayeurs devraient être connues au printemps prochain. Un vrai symbole pour la Moselle. C'était important que la Moselle soit présente. C'est ce qui a été le cas, puisqu'on a fait partie des 15 premiers départements de France qui ont été labellisés. Et ce label a été donné à la Moselle à l'occasion du congrès à Poitiers, il y a déjà un certain temps. Et nous l'avons ensuite décliné dans un certain nombre d'opérations et nous allons continuer à le faire jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc pour nous, c'était de marquer et de montrer que nous étions un département qui a mis en situation phare le sport. L'objectif pour nous, Paris 2024, c'est de valoriser les territoires et leur culture et leur patrimoine, mais c'est aussi des retombées sociales. On a un enjeu collectif, c'est de développer la place du sport dans ce pays, c'est de lutter contre la sédentarité. Lors de sa conférence de presse de rentrée début septembre, François Grosdidier avait annoncé que la hausse du prix de l'électricité avait coûté 7 millions d'euros à la ville de Metz depuis le début de l'année. Pour y remédier, il a annoncé ce mardi matin des mesures concrètes. L'extinction de l'éclairage public la nuit, hormis dans l'hypercentre, le centre-gare, mais également les quartiers dits sensibles. Une baisse des températures de 2 degrés va également être actée dans les bâtiments municipaux et de 1 degré dans les crèches, écoles et piscines municipales. Depuis la rentrée, les mouvements sociaux se multiplient. Dernier en date, aujourd'hui, avec une nouvelle journée de mobilisation nationale des personnels hospitaliers. Une manière de dénoncer à nouveau la dégradation des conditions de travail. Mais il ne s'agissait pas de la seule grève dans le département. Explication dans ce reportage. Reçus par l'ARS, 4 représentants de la CFDT Santé Sociaux s'apprêtent à remettre en main propre un courrier adressé au ministre de la Santé François Braun. Un courrier dans lequel figurent les revendications du syndicat, notamment en termes de salaire. Le syndicat souhaite l'extension des 183 € de revalorisation à l'ensemble de la fonction publique hospitalière, mais aussi que les grilles salariales soient réellement attractives avec de vraies possibilités d'évolution. Tout cela dans le but d'éviter la fuite des personnels médico-sociaux. Dernier point de crispation, la différence de salaire entre les hommes et les femmes. On se rend compte que dans notre champ professionnel, les différences de salaire sont énormes, entre 400 et 600 € entre un salaire d'un homme et un salaire de femme. Sachant que dans notre champ professionnel, 80% sont les femmes. Et souvent, quand on prend le maintien à domicile, des emplois très précaires.
Donc il faut qu'on insiste sur une équité dans les rémunérations entre les hommes et les femmes et une reconnaissance de leur travail. Puis après, on peut aller sur la pénibilité aussi de nos métiers. Mais en Moselle, ce 27 septembre n'aura pas été uniquement concerné par la grève des personnels hospitaliers. À Trémery, une centaine de salariés du groupe Stellantis a débrayé pendant 2 heures. Alors que le groupe a engrangé 8 milliards de bénéfices en ce début d'année, les syndicats militent pour obtenir une augmentation des salaires. Si le groupe automobile a annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation, il versera en revanche 1 000 € de primes au plus bas salaire et les salariés auront la possibilité de monétiser jusqu'à 3 RTT. Du côté de Carlin, les ouvriers de Total Énergie souhaitent eux aussi profiter des bénéfices réalisés par le groupe. 5,7 milliards de chiffre d'affaires de plus au premier semestre 2022. Les salariés réclament des embauches et des aides liées aux dépenses d'énergie par rapport aux bénéfices du groupe. Enfin, de l'autre côté de la frontière, les salariés de la compagnie aérienne Luxair ont eux aussi fait entendre leur grogne ce lundi pour demander une amélioration des conditions de travail et des conditions de rémunération. Selon nos confrères du quotidien, après une réunion tripartite, les syndicats ont obtenu le dégel des salaires et la fin du chômage partiel. Et ce jeudi 29 septembre, un préavis de grève est également déposé par l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaire. Des perturbations sont donc à prévoir dans les cantines scolaires et périscolaires. 23 des 24 restaurants messins sont concernés par cette mobilisation. Et depuis ce lundi, on en sait un peu plus sur le budget de la sécurité sociale pour 2023. Hausse des prix du tabac, garde d'enfants ou encore EHPAD. Lucie Philippot vous détaille l'ensemble des mesures pour renforcer la prévention santé et lutter contre la désertification médicale. Ces dernières années, les dépenses de santé ont augmenté entre le Covid-19 et le Ségur de la santé. Le gouvernement prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Premier point abordé, la lutte contre le tabagisme. Le gouvernement souhaite augmenter le prix du tabac à hauteur de l'inflation et ainsi réduire le nombre de consommateurs. Toujours en ce qui concerne la prévention, des consultations de bilan seront remboursées à 3 âges de la vie, c'est-à-dire 25, 45 et 65 ans. Pour lutter contre la fraude sociale, des mesures vont être renforcées. Par exemple, l'assurance maladie ne remboursera plus les arrêts de travail délivrés en téléconsultation par un autre médecin que son médecin traitant, ou du moins un médecin vu au cours des 12 derniers mois. En ce qui concerne le système de santé, il évolue. Les études de médecine vont être allongées d'1 année supplémentaire. Les internes devront idéalement exercer dans les déserts médicaux. Également, 3000 postes supplémentaires vont être créés en EHPAD pour faire face au vieillissement de la population. Enfin, le plan de financement pense à la famille en mettant l'accent sur la garde d'enfants. Une aide financière sera étendue pour les familles monoparentales qui font garder leur enfant au-delà de 6 ans et jusqu'à 12 ans. Le secteur de la petite enfance, quant à lui, s'étoffe au Val de Fensch avec la construction à Famec d'un nouveau multi-accueil de 39 places en simultané. La communauté d'agglo comptera au printemps prochain 10 crèches pour 321 places. Baptisé les Petits Hérissons, ce nouveau bâtiment de 700 mètres carrés comprendra 2 salles de vie, 2 dortoirs et une terrasse pour profiter des espaces extérieurs. À 80% constituée de bois, la structure se veut passive pour répondre aux enjeux bioclimatiques. De l'isolation de la toiture au revêtement des sols, tout a été pensé pour le bien-être des enfants et le respect de l'environnement. On écoute tout de suite Michel Liegbot, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, et Esther Héna, l'architecte de ce projet qui a coûté près d'1,9 million d'euros. On a une population qui redémarre à la hausse. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les familles sans solution. Et les chiffres nous ont donné raison, puisque lorsqu'on les regarde, on constate qu'il y a 2500 enfants de moins de 3 ans dans ce secteur. Donc il était impératif pour nous que nous fassions cet effort pour les familles, pour qu'elles puissent travailler. Et nous l'avons voulu sur le plan environnemental très performant. Pas seulement parce que c'est dans l'air du temps, mais tout simplement parce que ça nous coûtera moins cher sur le long terme et que l'entretien sera moindre à réaliser. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il soit dès le départ opérationnel, quitte à ce qu'il soit un peu plus cher qu'un établissement classique. Les isolants biosourcés, la fibre de bois qui a une inertie plus forte que des polystyrènes, etc. Tout cet ensemble-là permet d'être
d'être moins énergivore aussi, et un confort qui va être accru pour les enfants. On a aussi créé beaucoup de vues sur les espaces extérieurs qui seront très végétalisés, avec la création de jardins au nord-ouest, à l'est, mais aussi l'utilisation vraiment de matériaux en bois à l'intérieur, non vernis, huilés, sans COV. Tout pour le confort de nos tout-petits. La rénovation était également espérée au sein de l'église de Chény, en mauvais état et fermée aux visiteurs depuis 2018. Elle ne rouvrira pas ses portes de sitôt, car la somme nécessaire pour rénover la bâtisse s'est avérée trop conséquente pour ce village de 600 habitants. État des lieux avec Colline l'expert. 730 000 €, c'est la somme nécessaire pour remettre en état l'église de Chény. Murs fissurés, façade fragile et sol qui bougent, c'est le résultat d'une construction sur une couche d'argile pas vraiment homogène. Si initialement les travaux étaient estimés à 400 000 € et auraient pu en partie être financés par diverses subventions, aujourd'hui, la commune n'est pas en mesure de payer. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit donc une solution radicale, c'est-à-dire la déconstruction totale, soit une déconstruction partielle avec une reconversion du site, soit maintenir en l'état. C'est un coût pour la commune puisque les tours d'échafaudage ont un coût de 6 000 € par an, donc ce qui n'est pas neutre pour nous. Et également, on n'a aucune garantie que le sol ne continue pas à s'affaisser. On est vraiment à un moment où on est dans la réflexion. Alors pourquoi pas envisager une chapelle, après garder une partie de l'église. Si rien n'est arrêté, pour certains des 600 habitants, la démolition de leur église, bâtie en 1850, n'est pas une option. Les cloches ont rythmé la vie des paysans, des habitants, les angélus, les alertes, etc. Les gens sont venus ici, il y a eu des naissances, des mariages, des décès. Et tout le monde espère que l'église sera restaurée, même si c'est très difficile pour le maire et son adjoint et l'équipe. Du côté du conseil de fabrique, dont l'équipe protège le mobilier et entretient le lieu occasionnellement, les caisses sont vides. Une option leur semble donc préférable. Si vraiment on ne peut plus rien faire, garder un morceau de cette église, et quoi de mieux qu'un clocher finalement, parce que le clocher, à mon avis, il a l'air assez sain. Les problèmes sont plutôt derrière moi, dans les murs qui sont fissurés, que le clocher pourrait bien marquer l'emplacement de cette église. Le sort de l'église n'est donc pas encore fixé, mais la municipalité assure que la décision sera prise en concertation avec les habitants et sans précipitation. Et comme chaque mardi, on vous propose de parler économie dans la rubrique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Et focus sur une entreprise familiale, Lingenheld. La société fondée en 1925 n'a cessé de croître jusqu'à aujourd'hui pour comptabiliser 200 millions de chiffre d'affaires, des équipements à la pointe, 600 salariés et 4 domaines d'activité, dont le traitement et la revalorisation des déchets sur la plateforme de Louvigny. Regardez. En 2020, c'était la première installation de ce type en France. Aujourd'hui, on en dénombre une dizaine. Devant vous, une unité de lavage physico-chimique. Le principe est simple, dépolluer des matériaux pour les réutiliser. Donc les matériaux bruts sont introduits dans un crible qui va permettre d'être séparés en 2 fractions. D'un côté, les graviers, de l'autre, les sables, et ensuite... Après avoir été lavés, les différentes fractions de gravier et de sable se retrouvent dans le clarificateur qu'on voit ici, qui fonctionne en fait comme une station d'épuration. Qui permet de décanter l'eau. Les boues polluées sont récupérées et finissent leur course ici, dans ce filtre. Donc les boues vont passer dans ce filtre pour être pressées sous forme de galettes dans lesquelles on va concentrer les polluants et ces galettes vont partir en enfouissement. Reste alors une eau épurée, réinjectée dans le circuit de lavage et 80% des matériaux pouvant être réutilisés en remblai ou en couche de chaussée routière. Ici, sur la plateforme de Louvigny, toutes les activités tournent autour du traitement et de la revalorisation des déchets, soit un des 4 pôles du groupe familial. Le métier historique qu'est le travaux publics, mais aussi l'environnement, les travaux spéciaux avec la démolition et le désamiantage, et un pôle immobilier, on va retrouver les métiers donc, de la promotion immobilière et de l'aménagement de lotissement. Fondé en 1925 par l'arrière-grand-père de Franck, le groupe n'a jamais autant prospéré, avec aujourd'hui environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 salariés.
D'ici 2030, l'ambition est claire, atteindre les 300 millions de chiffre d'affaires et les 700 collaborateurs. Place au sport et aux derniers préparatifs avant le 9 octobre prochain. Les coureurs vont envahir les rues de Metz pour la 12e édition du marathon de l'Eurométropole. À quelques jours de l'événement, les participants sont dans la dernière ligne droite. Je vous propose de rencontrer 2 participantes, Céline et Laurie, en pleine séance d'entraînement. Il est 12h15 et c'est l'heure pour Laurie et Céline de faire leur traditionnelle séance de la pause déjeuner au stade du Schlossberg de Forbach. Aujourd'hui, on est sur notre fractionné, donc on va d'abord faire un petit échauffement de 15 minutes et ensuite on va faire 7 fois 1000 mètres en 5 minutes 15 et entre chaque 1000 mètres, on fera une récup de 1 minute 30. On y va! Pour se préparer à affronter la plus grande épreuve sportive de leur vie, les 2 amies suivent un programme de 3 à 4 séances d'entraînement par semaine qu'elles ont débuté le 16 août. Si Laurie est une férue de course de fond depuis plusieurs années, Céline, elle, est plus habituée aux cours de tennis. Mais c'est bien elle qui a voulu se mesurer en première au marathon de Metz pour fêter ses 40 ans. C'est vraiment la distance mythique des 42 km. Voilà, je voulais vraiment le faire pour voir si je vais arriver jusqu'au bout. Au départ, quand Laurie m'a annoncé le plan d'entraînement, donc je me suis dit ouf, bon, ça va quand même être compliqué. Donc là, on va essayer de se tirer et de se dire bon bah voilà, et d'arriver ensemble sur la ligne d'arrivée. Quoi qu'il se passe le jour J, elles finiront la course main dans la main. Les 2 habitantes d'Autun affrontent également ce marathon en symbole de leur amitié, né lorsqu'elles ont décidé de faire leur footing ensemble pendant les différents confinements. Au début, c'était le loisir du dimanche matin. Et puis après, on s'est rejoints quelques fois entre midi et 2. Et puis on a commencé à s'inscrire une fois un 10 km dans le coin. Puis après, on s'est dit on va faire un semi. Et puis on en a fait 2. Et puis après, on s'est dit bon ben l'ultime, ce serait le marathon. Donc forcément, c'est un partage pour pouvoir faire cette passion. Rendez-vous le 9 octobre pour encourager les 2 partenaires de course armés de leurs dossards numéro 315 et 316. Direction Sarrebourg maintenant. En 1952, la ville mosellane et son homonyme allemande, Saarburg, actaient le 2e jumelage de l'histoire entre des communes de chaque côté de la frontière, le tout 11 ans avant le traité de l'Élysée, symbolisant la réconciliation entre les 2 pays. Cette amitié, symbole de la construction européenne, souffle ses 70 bougies cette année. Et pour l'occasion, une journée de festivité était organisée. Retour en images. Vive l'amitié franco-allemande, vive notre jumelage, vive Saarburg et vive Sarrebourg. Ça y est, Sarrebourg et Saarburg ont renouvelé leurs vœux à l'occasion de leur noce de platine. En 1952, c'est seulement 7 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale que les 2 communes se sont pris d'amour l'une pour l'autre. Le début du jumelage, ça a été des scouts qui venaient de Saarburg et qui ont remis une lettre au maire de l'époque pour qu'on lance ces rencontres, cette volonté de créer une amitié entre les 2 peuples. Et donc depuis 1952, des contacts ont eu lieu entre les élus, mais surtout ce qui nous paraît plus important, ce sont des contacts avec la population ou les associations. Par exemple, de nombreux échanges musicaux ont lieu chaque année entre les 2 harmonies de chaque municipalité. En ce jour symbolique, les musiciens allemands et français ont repris ensemble leur hymne national respectif. Toujours en symbole de cette amitié, les pompiers sarrebourgeois sont descendus de leur nacelle avec les drapeaux de chaque pays. Les soldats du feu mosellan et sarrois entretiennent également des liens très étroits, notamment lors de plusieurs manifestations comme la Sainte-Barbe. Mais ils échangent aussi régulièrement concernant leur mode opératoire sur le terrain. Leurs façons et leurs techniques opérationnelles sont complètement différentes des nôtres, leurs véhicules sont complètement différents des nôtres. Donc cet échange est vraiment très riche parce que ça permet de s'ouvrir aux autres, de voir différentes façons de travailler. Par contre, on a tous le même objectif. Exemple, d'éteindre un feu, on arrivera à éteindre le feu avec des techniques opérationnelles différentes. Les habitants, eux aussi, se sont retrouvés autour de moments conviviaux malgré leurs différences culturelles et la barrière de la langue pour certains. Pas moins de 118 habitants de Saarburg ont fait le déplacement en terre mosellane. Quand ils viennent, je les rencontre, ou quand la ville de Sarrebourg, Allemagne, vient ici, je suis là aujourd'hui et j'aime rencontrer les gens que j'ai appris à connaître au cours des années. Cette journée m'émue beaucoup, je ne peux pas dire plus, pour le moment je suis un peu intimidée. C'est vraiment très, très touchant de voir ces Allemands et ces Français qui se réunissent régulièrement
pour consolider cette amitié. La journée s'est ensuite poursuivie par plusieurs ateliers culturels et sportifs, avant de se clôturer par l'inauguration d'une exposition d'un peintre allemand à la bibliothèque de Sarrebourg. Nous devons changer notre regard sur les seniors, mais comment faire et comment briser les préjugés? Réponse avec notre invité du jour. Stéphanie Changarnier, du 3 au 8 octobre, il sera question de la semaine bleue. Donc c'est une semaine qui met à l'honneur les personnes à la retraite et plus. Brisons les idées reçues et changeons le regard sur nos aînés. C'est la thématique de cette année. Mais cela signifie quoi concrètement ? Concrètement, ça signifie de faire parler des aînés, de montrer que ces aînés sont actifs et de briser les tabous, parce que qui n'a pas entendu parler que les vieux sont lents, les vieux radotent, les vieux, etc. Et en fait, c'est ces idées-là sur lesquelles on veut échanger, on veut briser ces idées reçues. Parce que finalement, elles sont encore bien ancrées, ces idées-là ? Elles sont encore ancrées et c'est une forme de discrimination, c'est ce qu'on appelle l'agisme. Et on a envie de communiquer contre cet agisme et montrer que les seniors sont actifs, très actifs. C'est pour cela donc qu'il y a une semaine d'animation qui est proposée, le tout de manière intergénérationnelle, parce que c'est pas le tout d'inviter les personnes âgées, mais si on veut changer le regard, il faut aussi accueillir tous les publics. On va accueillir effectivement tous les publics durant cette semaine bleue, qui est une semaine nationale, effectivement, la semaine des personnes retraitées et des personnes âgées. Et ce programme est vraiment tourné vers le lien social. C'est la thématique que les seniors publicitent le plus. Alors, parmi ce qui est proposé, thé dansant, visite guidée, projection d'un film également. Vous pouvez peut-être nous détailler une ou deux animations phares ou qui vous tiennent à cœur ? Alors, je dirais que ce programme, effectivement, axé sur l'activité physique et le lien. Deux activités. La première, ça sera une conférence, justement, pour échanger sur cet agisme, pour discuter sur ces idées un petit peu préconçues. Ça se déroulera le 6 octobre à 14h30 à l'hôtel de ville avec une sociologue qui viendra effectivement exprimer, échanger avec le public qu'on espère voir nombreux. Et puis justement pour montrer que ces seniors sont actifs, on invite chacun à venir danser sur un Madison endiablé. Ça se passera à la FIM et je remercie d'ores et déjà GL Evans qui offrira 2 places pour la FIM gratuites pour chaque participant au Madison. Alors, il y a aussi une belle chose, vous pourrez vous rendre au Centre Pompidou de Metz. Une place achetée par une personne de 60 ans et plus se verra offrir un autre ticket pour son accompagnateur. C'est aussi ce genre de petit geste qui permettra d'avoir quelque chose d'intergénérationnel ? C'est ce genre de petits gestes, c'est aussi toutes les marches qu'on va organiser, y compris avec l'APF, l'Association des paralysés de France, le vendredi avec les Joëlettes. C'est toutes ces petites choses, c'est la visite dans les EHPAD des bibliothèques et médiathèques parce qu'on ne peut pas oublier non plus ce public. Donc vraiment un programme qui est dédié à tous, je dirais de 0 à 99 ans et plus. Alors je le disais en préambule de cette édition, dans votre avant-propos sur la programmation qu'on peut retrouver donc sur le site internet mais également dans les mairies de quartier, vous avez énoncé une phrase qui m'a interpellée. Donc une semaine pour parler des personnes seniors, dites seniors c'est bien, mais c'est un travail au quotidien. Alors je grossis un peu la chose mais c'était l'idée. C'est l'idée effectivement, 7 jours pour le dire mais 365 jours pour agir et la ville de Metz agit puisqu'elle souhaite être labellisée et normalement on espère que ça sera le cas pour la fin de l'année. Metz, ville amie des aînés et c'est ce label-là que nous souhaitons aller chercher avec un plan d'action qui sera vraiment dédié pour les seniors, quelque chose de très concret et qui va être créé avec les seniors aussi. Et quels seraient par exemple les axes de priorité sur ces actions-là ? Les axes de priorité sont ceux retenus par les seniors, c'est-à-dire le lien social, la santé, la mobilité, parce que les seniors se sentent bien dans leur territoire. Néanmoins, ils peuvent être inquiets sur ce que sera, on va dire, l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'ils souhaitent préserver ces thématiques.
Merci beaucoup. Je le rappelle, le programme des festivités est à retrouver dans les mairies de quartier. Pour les plus connectés d'entre vous, ça sera sur le site internet de la ville de Metz. Merci d'avoir partagé notre plateau et bonne semaine bleue. Merci. Pour finir, je vous propose une balade en forêt à l'arboretum Saint-Hubert de Sarralbe. Il y a quelques jours s'y déroulait la fête de la forêt avec tout un tas d'animations, prévention contre les incendies, construction de cabanes pour enfants, exposition. C'était une première depuis 20 ans. L'objectif de ce rendez-vous, c'était de se reconnecter à la nature et rester sensibilisé aux enjeux actuels. Les partenaires de l'événement souhaitent pérenniser ces rencontres à raison d'un rendez-vous par mois. Et restez bien sur Moselle TV pour la suite de votre programme. Il y aura Moselle Sport à 18h30, suivi de 100% Jeunesse à 19h. Autant dire que ça va bouger sur vos écrans. Très belle soirée et à demain.